Iran, Ukraine, d'une guerre à l'autre. Alors que le déclenchement de la guerre en Iran a monopolisé l'attention, les observateurs ont eu tendance à négliger la situation Ukraine-Russie. Ou alors, ils l'ont analysée de façon indépendante de ce qui se déroulait au Moyen et Proche-Orient. L'intérêt aujourd'hui, c'est justement de conjuguer les deux et de comprendre comment les conséquences d'une guerre sur une autre ont un impact géopolitique. Alors bien sûr, il faut comprendre si la situation actuelle en Iran avantage ou désavantage les deux protagonistes et belligérants, Ukraine-Russie. Y a-t-il des conséquences d'ordre stratégique à la situation actuelle? Et enfin, est-ce que d'autres acteurs, heu, extérieurs, des acteurs tiers, se retrouvent impliqués et subissent les conséquences de ces conflits? C'est toutes ces questions que nous allons poser aujourd'hui à Fabrice Ravel dans les Rendez-vous de la géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je l'ai dit en introduction, il y a peut-être un intérêt à penser les conséquences de la situation en Iran, 6 semaines de conflit, sur la situation Ukraine-Russie. Après, 4 ans de conflit, on est rentré dans la 5e année. Est-ce qu'il y a des protagonistes qui sont avantagés? Et d'abord, commençons peut-être par la Russie. Oui, il paraît opportun de commencer effectivement avec la Russie parce que, me semble-t-il, il y a 4 avantages, qui apparaissent relativement spontanément, tels qu'on pourrait, avoir l'impression que le déclenchement du conflit, en Iran le 28 février 2026 est en train de les apporter à la Russie, dans son combat contre l'Ukraine. Alors il y a un premier avantage qui, à mon sens, n'aura échappé à personne, c'est qu'avec, la crise, pétrolière qui est liée à la situation en Iran, aux effets de blocus, on sait bien, sur les détroits, il y a un prix, du pétrole qui a considérablement augmenté. On est à plus de 100 dollars le baril. Il y a bien sûr des évolutions et il y a une information qui est supplémentaire, c'est qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump a en partie levé un certain nombre, de sanctions économiques et de blocages sur le pétrole russe pour justement éviter que les marchés s'emballent encore davantage, que les prix montent encore plus. Donc en fait, il y a une dynamique d'appel d'air sur les produits pétroliers russes, à tel point que les instituts les plus sérieux considèrent que ne serait-ce que les 15 premiers jours du conflit, en réalité, la Russie a dégagé un surplus supplémentaire à hauteur de 672 millions de dollars en à peine donc 15 jours. Donc là, on voit bien que ça a deux conséquences immédiates. D'abord, il va être très difficile d'obtenir une fragilisation de l'économie russe avec un surplus de richesses dégagé par les exportations, pétrolifères. On sait bien que c'était l'un des objectifs, qui était mis en avant. C'est d'ailleurs, par ailleurs, très discuté par les spécialistes, mais là, en l'occurrence, avec la perspective telle qu'on est en train de l'esquisser, ça paraît encore moins probable. Il y a un enchaînement à cette dynamique telle qu'on est en train de l'évoquer, c'est que en plus, ça permet à la Russie de financer davantage son effort de guerre et de prolonger son effort de guerre. Donc là, on voit bien qu'il y a une première conséquence qui apparaît spontanément comme assez positive pour la Russie. Il y en a une deuxième qui relève moins de la logique financière et peut-être, si vous le voulez bien Olivier, plus de la logique politique ou psychologique. C'est qu'évidemment, l'attention se détourne complètement du conflit russo-ukrainien et j'ai l'habitude, c'est une expression que vous m'avez déjà entendu, utiliser une fois, mais j'ai l'habitude d'appeler, ça, c'est l'œil de Sauron. Parce qu'en fait, c'est tiré d'une, scène du troisième épisode de la série du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi qui a été, mis, face au public en 2003 et donc il y a cette scène où on voit que la puissance maléfique est représentée par un œil au sommet d'une tour. Elle est complètement accaparée par la venue, de troupes donc du royaume du milieu qui les menacent et donc en réalité, elle est tellement focalisée sur cette menace qu'elle ne voit pas qu'il y a une autre menace beaucoup plus importante qui est en train de se mettre en perspective. Et pourquoi est-ce que j'utilise cette image? Parce qu'on a vraiment l'impression que tant dans les médias que dans l'opinion publique, mais aussi dans la diplomatie, avec cette guerre en Iran, maintenant on est complètement inspiré par le Proche et le Moyen-Orient et que donc on est beaucoup moins dans les logiques qui consistaient même à essayer de trouver des solutions diplomatiques. Rappelons-nous, c'est quelque chose qu'on avait mis en évidence dans une séance précédente des rendez-vous de la géopolitique sur le premier bilan, enfin la première année bilan de Donald Trump. Il faut quand même se rappeler que dès les premières semaines, fin janvier 2025, février 2025, l'administration Donald Trump avait fait des efforts très conséquents pour essayer de régler le conflit.
Donc là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans cette perspective-là et qu'au contraire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a l'air assez délaissée, ce qui laisse une marge de manœuvre beaucoup plus importante à la Russie. Il y a un troisième point qui est de la continuité du second, c'est que évidemment, les États-Unis vont être encore moins présents pour apporter une assistance financière ou militaire à l'Ukraine, puisqu'ils sont maintenant, eux, totalement eux-mêmes engagés dans un conflit qui est parallèle ou qui s'inscrit dans un temps parallèle. Là, j'ai le sentiment qu'il n'est pas inintéressant et inopportun que d'apporter quelques éléments chiffrés pour qu'on puisse mieux comprendre quel est l'impact réel de l'interaction entre la guerre en Iran et la guerre telle qu'elle existe depuis 5 ans, vous l'avez rappelé, entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes en avril 2026 au moment où nous sommes en train d'enregistrer et il n'est pas inintéressant de rappeler qu'à ce moment-là, Donald Trump a demandé une rallonge budgétaire de 200 milliards de dollars pour pouvoir continuer à financer le conflit en Iran. Donc on voit bien que la somme est très très importante et elle est d'autant plus importante si on la met en comparaison avec le budget américain pour l'année, qui est déjà parmi les records des budgets sur les années budgétaires américaines, puisqu'on est aux alentours de 1000 milliards de dollars. Alors évidemment, certains pourraient faire remarquer que c'est assez spectaculaire comme chiffre, c'est pour ça que je rentre un peu plus dans les détails, mais qu'on pourrait peut-être le nuancer en faisant remarquer que jusqu'à présent, le chiffre tel qu'on est en train de l'évoquer ne représente que 3% du produit intérieur brut américain et que finalement, ça reste relativement modéré, surtout si on fait la comparaison avec 2 autres périodes qui sont particulièrement représentatives. D'abord, la période des 2 présidences de Ronald Reagan de 80 à 88, quand il décide de se lancer dans une course à l'armement pour essayer de faire infléchir l'Union soviétique et que là, les budgets de la défense représentent 6% du PIB. Donc, on voit bien que c'est quand même beaucoup plus important. Et puis, sur la guerre du Vietnam, qu'on a traité par ailleurs dans une séance précédente des rondouilles géopolitiques, là, les dépenses militaires atteignaient jusqu'à 8% du budget. Donc certains pourraient faire remarquer qu'on reste dans des chiffres qui sont maîtrisés. Ceci étant, ce qu'il n'est pas inintéressant de préciser dans la continuité de nos propos, c'est que ce budget américain intègre des recettes qui ont l'air d'être discutées. Pourquoi ? Parce que justement, en février 2026, une cour de justice aux États-Unis a en fait refusé 175 milliards de droits de douane qui sont incorporés dans le budget américain. Donc ça veut dire qu'on considère que ces droits de douane n'ont pas lieu d'exister et qu'il faudrait les enlever du budget américain. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'administration de Trump continue à les budgéter pour les années à venir. Donc on voit bien que là, en fait, il y a un écart beaucoup plus important entre les dépenses militaires et les recettes, puisqu'il y a un certain nombre de recettes dont il ne faudrait pas tenir compte. Donc on voit bien quand même que là, on est sur un aspect financier qui est très important et qui forcément vient limiter la possibilité des États-Unis d'intervenir le cas échéant dans un soutien à l'Ukraine. Il y a un point supplémentaire dont je m'empresse de dire qu'il sera peut-être plus opportun que de l'appréhender dans la continuité de nos questions futures, c'est qu'en plus, il n'y a pas qu'une question de financement, il y a aussi une question de productivité et de capacité de production industrielle quand il faut, de façon contiguë, mener une lutte sur 2 fronts, sur 2 guerres en même temps. À ces 3 premiers éléments, je pense qu'il faut en rajouter un quatrième, c'est que l'intervention des États-Unis dans cette guerre en Iran permet à la Russie de se positionner encore davantage comme un pays qui s'inscrit dans une lutte contre l'Occident, dans un pays qui cherche à défendre les intérêts du Sud global, même si c'est une terminologie, je pense qu'il faut se méfier par ailleurs. Et c'est pas inintéressant à souligner parce que c'est pas une nouvelle dynamique, c'est une dynamique que Vladimir Poutine avait lui-même lancée lors d'un sommet des BRICS en 2008. On l'avait d'ailleurs évoqué sur cette séance des BRICS, mais là on voit bien que ça va en s'amplifiant. Donc, on a des ressources supplémentaires grâce aux produits pétroliers. On a une attention qui est forcément moindre de la diplomatie américaine, des médias et des diplomates. On a une possibilité pour les États-Unis qui se réduit d'intervenir en Ukraine. Et on a en plus la possibilité pour la Russie que de se montrer comme un acteur s'opposant à l'Occident et aux États-Unis à travers leur action. Voilà, me semble-t-il, 4 points
qui permettent de dire que la Russie ressort un certain nombre d'avantages de l'entrée en guerre des États-Unis face à l'Iran le 28 février 2026. Si on s'en tient à ces points, on se dit que l'Ukraine est en mauvaise posture. Mais pourtant, il y a aussi des avantages à cette situation pour le camp ukrainien. Oui, vous avez raison d'aborder d'emblée la question ainsi, parce qu'on pourrait spontanément penser que donc la guerre en Iran n'aurait que des désavantages par rapport à l'Ukraine, puisqu'elle a des forts avantages par rapport à la Russie. Et là, c'est paradoxal ou contre-intuitif. On va se rendre compte que, en réalité, le déclenchement de la guerre en Iran va procurer aussi un certain nombre d'avantages à l'Ukraine. Il y en a d'abord un qu'il est indispensable de mettre en avant, me semble-t-il, d'emblée et en premier, c'est qu'avec le déroulement des opérations telles qu'ils ont été amenés à se mettre en place au Proche et au Moyen-Orient, l'Ukraine est devenue un acteur indispensable d'un point de vue militaire. Ça, c'était quand même relativement inattendu. À quoi est-ce que je suis en train de penser? À la capacité pour l'Ukraine que de donner son expertise, notamment contre la lutte anti-drone des Iraniens. Là, ce qui est très important à préciser, c'est que la légitimité ukrainienne, pratiquement, est double. D'abord parce qu'on considère que dans la lutte contre les drones, les Ukrainiens ont effectivement, à travers ces 4 ans passés de conflit, développé une forte compétence pour empêcher les destructions et pour pouvoir mettre en place des luttes, une technologie qui permet de lutter contre les drones. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une double logique? Parce que les drones, au départ, étaient plutôt une faiblesse russe, que les Russes ont compensé grâce à une technologie iranienne, c'est les fameux Shahed, qu'ensuite ils se sont appropriés puis ils ont développé un savoir-faire industriel. Donc les Ukrainiens peuvent d'autant plus se targuer que de pouvoir apporter à un certain nombre de pays du Golfe, je pense notamment à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, voire au Qatar ou au Koweït, un savoir-faire qu'ils ont eux-mêmes développé contre des drones qui sont finalement d'origine iranienne. Donc là, ce qui est très intéressant à souligner, c'est que d'une part, ça va permettre de mettre en place des exportations et des accords financiers, je vais y revenir. Ça met en place des traités de défense et en plus, ça permet de mettre l'Ukraine dans une situation de partenariat stratégique. Alors, il y a des conséquences qui viennent immédiatement se conjuguer à cette première conséquence majeure. D'abord, ça a un effet bénéfique très important pour le budget ukrainien. C'est-à-dire que, d'une part, ça permet que de réduire le déficit de la balance commerciale ou du budget ukrainien tel qu'on comprend bien qu'il peut être amené par 4 ans de guerre. Mais en plus, ça permet effectivement de renforcer l'effort de guerre et de renforcer les capacités des Ukrainiens à autofinancer leurs propres capacités de production au niveau militaire. Ça, c'est très important. Il y a une autre conséquence, c'est qu'on voit bien qu'avec cette manne financière supplémentaire qui leur est permise grâce à ces traités avec les pays du Golfe, ils vont avoir accès à des produits énergétiques dont ils ont 2 fois besoin. D'abord, évidemment, pour des questions militaires, mais aussi pour continuer à mettre en place leurs activités agricoles, secteur agricole qui reste un secteur prépondérant pour l'Ukraine dans ses résultats économiques et dans les résultats de son PIB. Et puis enfin, il y a un dernier point, j'ai presque envie de dire, et non des moindres, pour être en adéquation avec une expression anglo-saxonne, c'est que ça positionne l'Ukraine maintenant dans une perspective totalement différente. Pourquoi? D'abord parce que ça fait passer l'Ukraine de statut de victime, et uniquement de victime, ou de pays subissant une agression, ou de pays n'ayant besoin et n'étant que dans une logique de besoin d'aide des autres, à une logique d'un pays dans lequel il est dans la possibilité que d'apporter une compétence aux autres. Donc ça le met dans une position d'acteur stratégique qui n'était pas du tout celle qui était celle de l'Ukraine il y a 4 ou 5 ans. Et non seulement ça, mais comme l'Ukraine maintenant est un interlocuteur de ces pays du Golfe qu'on a précités, ça permet aussi d'enlever l'Ukraine d'une position qui serait uniquement une position pro-occidentale ou enfermée dans le co-occidental, puisque maintenant, de par son propre libre arbitre, l'Ukraine est en capacité de montrer qu'elle discute aussi avec des pays qui sont autres que l'Union européenne ou que les États-Unis d'Amérique, pour dire clairement les choses. Donc on sent bien là que par ce savoir-faire qui a été mis en avant, ces traités d'alliance, les conséquences financières que ça a et la possibilité en termes de diplomatie que d'ouvrir le champ de négociation de l'Ukraine, ça apporte de forts avantages à l'Ukraine et on se retrouve donc par définition
et paradoxalement, avec des avantages pour la Russie et des avantages pour l'Ukraine. Alors, est-ce que ça voudrait dire finalement cette neutralisation des avantages, qu'il n'y a pas de conséquences stratégiques majeures, à ce qui se passe, actuellement? Il me semble qu'il y a quand même une inflexion stratégique qui est très, très importante et cette inflexion stratégique, quelle est-elle? J'ai le sentiment que les Ukrainiens ont encore plus pris conscience de l'importance des frappes stratégiques sur l'ensemble des structures pétrolifères de la Russie. Pour tenter de m'expliquer, je vais peut-être passer par 2 ou 3 points successifs si vous le voulez bien. Il est clair que les Ukrainiens n'ont pas attendu le déclenchement de la guerre en Iran pour commencer à frapper les ports, les raffineries et les centres de stockage russes par rapport au pétrole, parce qu'ils avaient bien à l'esprit qu'effectivement, c'était un moyen pour la Russie de renforcer ou conforter son budget et de financer la guerre. Et cette attitude était d'autant plus mise en place que, en plus, en particulier en début d'année 2026, c'était une façon pour les Ukrainiens, quelque part, de faire une sorte d'opération, je dirais un petit peu de vengeance par rapport aux frappes russes de cet hiver, qui se concentraient sur les centrales thermiques ukrainiennes. Donc, en signe de rétorsion, les Ukrainiens ont dit: «Bah, nous, on va frapper vos sites pétroliers». Mais on sait bien que dans l'histoire militaire et l'histoire géopolitique, parfois il y a des dynamiques qui sont lancées et dont on ne prend totalement l'importance ou la mesure qu'une fois qu'elles ont été lancées, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs supplémentaires qui viennent se raccrocher. Et on est, me semble-t-il, exactement dans cette perspective. Parce qu'avec la fragilisation du marché des hydrocarbures et pétroliers, en particulier avec le déclenchement de la guerre en Iran, on a une importance accrue de ces exportations. Et donc, on voit bien que c'est très net depuis fin février 2026. Les Ukrainiens augmentent considérablement leurs frappes sur l'ensemble de ces structures liées au pétrole russe. Et que ça, c'est peut-être une inflexion majeure en termes de stratégie qui, à long terme, pourrait avoir une conséquence plus importante que ce qu'on pourrait pour l'instant considérer dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ah, c'est très intéressant. On voit donc les avantages que l'un et l'autre retirent. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucun perdant à cette situation? Ah si, me semble-t-il, heu, il paraît relativement incontournable de penser qu'il y a un acteur, peut-être moins direct, qui lui, ne retire aucun avantage à la situation et qui retire même plutôt que des désagréments eu égard à la situation. Ah, ça veut dire qu'il y a un acteur tiers qui subirait des conséquences négatives de la situation. Lequel? Les États-Unis. Les États-Unis, non seulement n'ont l'air de retirer aucun avantage à la situation, mais me semble-t-il, on peut même considérer qu'il y a un certain nombre de conséquences négatives qui sont en train de venir peser sur eux suite à leur intervention en Iran dans la perspective du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et je vais m'efforcer d'expliquer quelles pourraient être ces conséquences négatives. D'abord, pour essayer de synthétiser cette situation qui peut paraître étonnante, dans cette débauche de puissance militaire telle qu'on la voit dans les médias depuis pratiquement 2 mois, j'ai le sentiment qu'il ne serait pas inintéressant de rassembler ça dans une formule. Il y a une perte de crédit, en fait. Les Américains viennent d'entamer le crédit tel qu'ils pouvaient l'avoir sur plusieurs aspects. Les Américains ont l'air d'être dans l'incapacité de résoudre le conflit tel qu'ils l'ont déclenché le 28 février 2026, quelle que soit l'étendue de leur puissance militaire. Là où ça va plus loin, c'est que finalement, ça peut nous conduire les États-Unis à une remise en cause très profonde. Parce que quelle est la culture stratégique américaine sur laquelle on sera peut-être amené à faire une future séance des rendez-vous de la géopolitique, Olivier? C'est le fait de considérer que grâce à une immense supériorité matérielle, conjuguée à une immense supériorité technologique, forcément le poids de cette supériorité va nécessairement entraîner une victoire militaire. Et ce dont on se rend compte là, c'est qu'en réalité, les États-Unis ont l'air plus prisonniers de la situation que capables d'aboutir à trouver une solution de surcroît positive. Dans la continuité, on a l'impression qu'il y a une fragilité qui vient s'afficher de façon un peu supplémentaire. Et là, quelle est cette fragilité? D'abord, on a une fragilité
dans l'outil militaire, ça, c'est peut-être plus inattendu. Et c'est maintenant qu'il est important de faire une connexion entre cette fragilité dans l'outil militaire et une perspective qu'on avait commencé à adresser, souvenons-nous, dans une réponse précédente, sur le fait Support que la industriel. puissance financière, ou les besoins financiers sont en train d'oblitérer les capacités d'interagir des États-Unis en Ukraine. Parce que l'aspect qui me semble le plus important dans ce qu'on est en train de dire, c'est que beaucoup d'observateurs sont, c'est vrai, omnibulés par les masses financières. Mais il y a un autre problème qu'on avait déjà commencé à évoquer dans la première séance qu'on avait consacrée à la guerre en Iran, souvenons-nous. Il faut 2 à 3 ans aux États-Unis d'Amérique à l'heure actuelle pour fabriquer un missile Tomahawk offensif ou un missile Patriot défensif. Donc là, vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez sur la table ou dans le budget. Ça ne résout absolument rien à la situation, parce que quel que soit le montant, je pense qu'on le comprend bien, de la masse financière qu'on engage, on a l'air d'avoir une sorte de goulet d'engorgement qui empêche que de produire plus, parce qu'il va falloir considérablement augmenter le nombre de chaînes de montage, la productivité, et donc la capacité à produire beaucoup plus de munitions sur un temps donné. Mais ça, Olivier, ça va prendre un temps très très long, c'est du moyen ou du long terme. Donc là, finalement, les Américains sont en train d'exposer une faiblesse qui est leur capacité à avoir suffisamment en termes de stock de munitions. Et j'ai le sentiment que non seulement il y a cette fragilité, mais il y a même une fragilité qui est affichée indirectement aux pertes humaines, puisque les Américains, dès le départ, affichent le fait qu'ils vont se maintenir dans une logique de stratégie aérienne sans faire intervenir de troupes au sol. Donc finalement, on a là aussi une sorte de crédit qui va en s'amenuisant. Mais alors, il y a un troisième point qui est assez interpellant, c'est qu'ils se retrouvent dans une situation diplomatique dans laquelle leur rôle est interverti. Lors des 12 premiers mois, de la présidence Trump, en fait, les Américains sont dans un rôle diplomatique d'intermédiaire. Donc, ils peuvent se présenter comme étant des gens qui sont les mieux à même, n'étant pas directement concernés par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est eux qui sont le plus à même, en tant que puissance tierce, que d'être les meilleurs intermédiaires pour trouver un accord diplomatique. Mais maintenant, ils sont directement engagés dans un conflit. Donc non seulement ils sont moins dans la capacité de jouer sur ce rôle-là, mais ils ont même besoin d'autres puissances, le Pakistan pour dire clairement les choses, qui doivent jouer ce rôle d'intermédiaire pour essayer de les aider, eux, à sortir du conflit dans lequel ils sont rentrés. Donc là, on a l'impression qu'il y a une sorte de fragilité militaire qui s'est mise en place, qui vient se greffer, on va dire, à une perte de crédit initial et en plus à une difficulté au niveau diplomatique. Mais il y a un quatrième point qui, me semble-t-il, est encore beaucoup plus important, c'est qu'en plus, les Américains viennent de soulever des interrogations sur eux-mêmes. Et là, il y a 2 interrogations qui semblent fortes. Quelle est la capacité dorénavant réelle ou quelle est la puissance réelle qu'on peut prêter aux États-Unis d'Amérique? Parce qu'il n'est pas impossible de considérer que certains pays du Golfe en particulier ont été assez désagréablement surpris de voir que les Américains étaient dans l'incapacité de protéger un certain nombre de leurs bases et un certain nombre de leurs biens immobiliers, malgré le fait qu'ils s'étaient très engagés au niveau financier pour demander le soutien américain. Donc là, on se retrouve dans une situation où il y a une interrogation sur la capacité opérationnelle des États-Unis à intervenir. Puis il y a une deuxième question quand même qui est très très forte, c'est qu'en étant engagé de la sorte et en ayant besoin d'autant s'engager financièrement et militairement et en termes de munitions pour soutenir l'effort en Iran, quelle est la capacité réelle des États-Unis à pouvoir, le cas échéant, soutenir des alliés qu'on aurait besoin? Ça, c'est une interrogation très très forte qui me pousse à préciser qu'en géopolitique, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'est jamais très très opportun d'afficher autant finalement de faiblesse, d'autant plus qu'il est évident qu'un certain nombre d'autres acteurs internationaux sont particulièrement attentifs à l'affichage de ces nouvelles faiblesses telles qu'elles ont l'air d'apparaître à travers ce conflit en Iran. Et ces acteurs si attentifs à la situation,
ne tire-t-il pas un avantage de celle-ci? clairement. Et l'acteur auquel il faut penser, c'est la Chine. Et là, peut-être, si vous voulez bien, déjà de commencer par s'inscrire en faux contre un problème que pourrait rencontrer la Chine et qui est souvent mis en avant sur les questions énergétiques. Ça, c'est un point, vous le savez bien, Olivier, que j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer, mais je crois qu'il est très, très important de le rappeler dans le cadre de cette séance, dont j'espère que nos auditeurs, au fur et à mesure de son déroulé, comprennent mieux à quel point elle était opportune que de mettre en perspective ces deux conflits et de ne pas les appréhender toujours de façon séparée l'un à l'autre, tant les interactions sont fortes. Parce que on avait déjà évoqué le fait que oui, plus de 80% des exportations pétrolières de l'Iran sont en direction de la Chine. Mais il faut nuancer ce chiffre à plus d'un titre. D'abord, ne pas oublier que d'un point de vue statistique, si pour l'Iran, ça représente 80% de ses exportations pétrolières, j'insiste, pour la Chine, ça ne représente que 10 à 12% de ses importations pétrolières. Donc on n'est pas du tout dans une logique où la Chine tremblerait à l'idée qu'elle n'ait plus du tout accès au pétrole iranien, d'autant plus que je m'empresse de préciser trois facteurs qui, me semble-t-il, vont venir surenchérir à cette analyse. D'abord, les Chinois peuvent aisément compenser ça avec du pétrole russe supplémentaire, mais ensuite, la Chine a énormément, ces dernières années, accumulé de stocks pétrolifères, ce qui lui permet de gérer sur le moyen long terme une crise dans le Proche-Orient de façon beaucoup plus aisée que ce qu'on pourrait penser. Et enfin, la Chine a considérablement investi dans des énergies parallèles, qui fait que la Chine dépend beaucoup moins en réalité des approvisionnements pétrolifères du Proche-Orient que ce qu'on pourrait penser. Donc ça, je pense que c'était une précision qui est importante, parce que c'est un argument qui vient trop souvent et à mon sens, me semble-t-il, qui n'a pas lieu d'être. Mais alors après, puisque ça c'est l'absence d'une conséquence négative, peut-être qu'il convient d'évoquer les conséquences positives. Il y en a une première, c'est que ça vient renforcer la puissance de la Chine, parce que ça vient renforcer les alliances qu'elle a pu tisser. Quand bien même la guerre s'arrêterait et quand bien même il y aurait un accord de cessez-le-feu ou un accord diplomatique, il est évident que l'Iran va avoir énormément besoin et de moyens matériels et de moyens financiers pour reconstruire énormément de bâtiments de logistique ou d'avoirs. Et on voit bien que donc ça met l'Iran dans une situation de dépendance renforcée vis-à-vis de la Chine. D'ailleurs, comme ça mettait la Russie, on l'avait expliqué, dans une situation de dépendance renforcée par rapport à la Chine. Donc on se retrouve paradoxalement avec une Chine dont on comprend, c'est très important, me semble-t-il, Olivier, ce qu'on est en train de dire, parce que là, on est en train de basculer sur les grandes logiques de la géopolitique. Et il faut ne jamais oublier qu'en géopolitique, les alliances, c'est des questions d'intérêt, et que quand vous avez des alliés, vous avez intérêt à ce qu'ils continuent davantage à dépendre de vous pour qu'ils continuent à s'inscrire dans cette alliance. Faut quand même ne pas totalement être naïf et bien confondre quelles sont les arrière-pensées. Or là, on se retrouve avec l'Iran qui va avoir beaucoup plus besoin de la Chine et qui a certainement déjà commencé à bénéficier d'un certain nombre d'avantages à la fois de la part de la Chine et de la Russie. Mais alors, si on prolonge le raisonnement, quelle doit être la vraie angoisse de la Chine? C'est plutôt tout ce qui se passe sur le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge, parce que là, on sait bien qu'il y a pratiquement plus de 20% du trafic maritime global, pas que d'une question énergétique, et que ça viendrait menacer les exportations chinoises. Seulement, qui peut être à même de menacer, comment dire, ce flux? Les Houthis, qui étant de confession chiite, sont eux-mêmes les alliés de l'Iran. Donc on se demande bien pourquoi est-ce que la Chine aurait à craindre en particulier les actions des Houthis, qui sont les alliés de l'Iran, l'Iran étant d'autant plus dépendante de la Chine. Donc on est en train de dire qu'en termes d'alliance, le rôle de la Chine indirectement, sans que les Chinois aient vraiment beaucoup besoin d'agir par ailleurs, se renforce. Alors il y a une deuxième conséquence forte, c'est que pendant toute cette agitation de l'acteur américain, en fait, la Chine apparaît de plus en plus aux yeux d'énormément de pays du monde, je pense notamment à l'Afrique et je pense notamment à l'Asie, comme un acteur dont la légitimité se renforce
parce que sa crédibilité se renforce, parce que la Chine, finalement, n'a pas réagi, n'a pas surréagi, reste pondérée, a l'air d'avoir une grille de lecture stratégique qui n'oscille pas tous les 3 mois ou tous les 6 mois, mais qui a l'air de s'inscrire sur la longue durée. Donc en fait, les atermoiements américains et les évolutions américaines servent la Chine dans son rôle de, finalement, grande puissance diplomatique, de contrepoids face aux actions américaines. Mais alors là où c'est le plus extraordinaire, c'est que, en fait, pour reprendre une citation de Napoléon, il faut surtout s'empresser de ne rien faire, quand son adversaire commet une faute. Ça, c'est une citation qu'on prête à Napoléon, ne jamais interrompre un adversaire qui commet une erreur. Parce que je pense que j'essaierai de projeter cette image pour nos auditeurs. On doit pouvoir deviner cette ère de gourmandise qui doit habiter l'état d'esprit des Chinois. Là, on peut prendre plusieurs images, que de voir les Américains empêtrés dans cette situation du Proche-Orient. Elle a un peu une sorte de Gulliver qui n'arrive absolument pas à se débarrasser d'un certain nombre de contraintes qui, malgré le fait qu'elles soient plus petites que ce géant, est en train de l'immobiliser. Ou pour prendre une autre image, de regarder avec délice le géant américain en train de se trouver confronté à ce nid de guêpe ou de ce nid de frelon qui, certes, n'a pas sa taille, mais qui est en train de totalement accaparer son attention, ses moyens, son armée, sa puissance militaire et d'épuiser sa puissance financière. Franchement, il me semble que les Chinois doivent se délecter d'une telle situation et qu'on voit bien que c'est forcément eux qui retirent des conséquences très positives de la situation, de cette interaction entre ce conflit iranien et la situation entre la Russie et l'Ukraine. Alors, il y en a d'autres qui ont l'air assez embarrassés par la situation et dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est les pays européens. Oui, alors là, en ce qui concerne les Européens, il est évident qu'il y a des conséquences, non seulement à la guerre entre, évidemment, la Russie et l'Ukraine, mais à ce déclenchement de la guerre en Iran et l'ensemble des actions au Proche-Moyen-Orient. Mais là, plus que des conséquences, c'est plutôt des questions qui se posent et une accélération de l'importance que de pouvoir essayer d'y apporter des réponses. Pour qu'on comprenne bien l'amplitude de l'enjeu, j'ai le sentiment qu'il faut reprendre une expression d'un philosophe allemand contemporain, Peter Sloterdijk, qui, lors de ses conférences au Collège de France en 2024, avait utilisé une expression qui me paraît très très forte, parce que non seulement juste, mais aussi qui permettent de comprendre assez aisément la situation. Les Européens sont des spectateurs de l'histoire. C'est terrible comme formule. Et on a le sentiment que la situation en Iran est en train d'accélérer hem, cette, cette posture, des Européens et que, en réalité, si les Européens veulent sortir de cette situation, parce qu'on voit bien quand même qu'au mieux, ils sont inactifs parce que divisés, ou au pire, on a l'impression qu'on les retrouve interdits, stupéfaits, parce que fascinés par une situation, qui comporte de tels enjeux que finalement, ça les laisse dans l'immobilité. Alors là, il y a nécessairement 4 questions qui sont très, très lourdes pour le destin, j'insiste, des pays européens. D'abord, à court terme, quelles conclusions convient-il d'en tirer en termes de coopération militaire? Dans la continuité, à moyen et à long terme, que convient-il de faire en termes de structure de la défense européenne? Et cette question est double parce qu'elle va nécessiter que les Européens réfléchissent entre eux et réfléchissent aux liens qu'ils envisagent avec les États-Unis d'Amérique. Dans le cadre de l'OTAN, sans être dans le cadre de l'OTAN, en reprenant le projet de la Communauté européenne de défense du début des années 50, ou en créant quelque chose de totalement différent. Et d'ailleurs, ça nous amène à une troisième question. Avec quelle réflexion sur les institutions de l'Union européenne? Avec quelle dimension politique? Parce que là, il est évident qu'il est impossible de penser un outil militaire européen sans qu'on soit amené à réfléchir
sur un organe de décision politique, heu européen qui lui-même, pourrait diriger cet outil européen. Ce qui nous emmène et là, c'est des questions dont on voit bien qu'au fur et à mesure, elles prennent une importance supplémentaire, qui nous pousse presque jusqu'au vertige. Parce que, eu égard aux capacités technologiques militaires, modernes, ça va nécessairement amener une réflexion sur la dissuasion nucléaire et comment les Européens doivent-ils ensemble penser la dissuasion nucléaire dans un contexte comme celui-là? Ça fait beaucoup de questions et on a le sentiment qu'avec l'accélération des conflits en temps géopolitique, non seulement elles se posent avec plus d'acuité, mais surtout, elles vont exiger qu'on puisse, aboutir à des réponses avec plus de rapidité. Eh bien, Fabrice, nous resterons en suspens sur ces questions en attendant d'entendre les réponses qui sont adaptées. Merci beaucoup. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.